Bonjour et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, puisque lors de la dernière émission, je vous avais demandé de me poser des questions. Alors, j'ai pas tout gardé comme questions, j'ai enlevé toutes celles où j'avais le moins de valeur ajoutée, donc sur de la géopolitique, sur de la Chine, sur de l'Inde, voilà ce genre de choses. Donc, j'ai gardé des questions sur l'investissement en général, sur les ETF notamment, et on va voir ça tout de suite. Et je vais commencer par une question qui est: pourquoi les banquiers privés continuent à prospérer alors qu'un ETF monde ferait globalement mieux qu'eux? Alors, banquiers privés dans le monde de la finance, c'est un sens un peu particulier, on va dire. Pourquoi est-ce que les banquiers, le monde de la gestion d'actifs, de l'asset management, etc., arrivent à autant garder d'actifs sous gestion avec des frais souvent très élevés, alors que la performance est, dans la meilleure des cas, similaire au marché et très souvent inférieure au marché? Je pense que vous connaissez la réponse, en tout cas ma réponse, c'est que c'est tout simplement un manque d'information, un manque d'éducation sur la partie performance, sur la partie frais, beaucoup aussi sur la partie risque. On le sait, les Français sont frileux, ils n'osent pas trop investir en bourse et ils pensent que la bourse est beaucoup plus risquée qu'elle n'est, et à l'inverse, ils pensent que l'immobilier est beaucoup plus sûr qu'il n'est en réalité. Alors juste un point quand même sur la partie fonds, gestion de fonds qui donc sont souvent battus par la performance moyenne des marchés. Il y a le mot souvent, donc il y a quand même des fonds bien gérés qui vont battre le marché. Et si je reviens sur le côté manque d'information, manque d'éducation, en fait je pense que ça vient beaucoup du fait, et nous on a un peu de mal à le comprendre, mais c'est que l'investissement, c'est pas une passion, c'est même pas un intérêt pour la plupart des gens. Donc peut-être que certains d'entre vous, si vous avez un problème de fuite, vous allez appeler un plombier. C'est pas que vous pouvez pas le faire. D'ailleurs, remplacer un robinet, c'est très facile à faire. Il suffit de on regarde un tuto, ça se fait en 10 minutes. Mais n'empêche que beaucoup d'entre vous n'ont jamais regardé ce tuto et vont préférer payer un plombier, certaines fois trop cher, en tout cas trop cher, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas cher, pour faire quelque chose que vous pourriez faire 10 minutes vous-même. Ben, c'est exactement la même chose pour l'investissement. La plupart des gens pourraient le faire, on le sait, nous on sait que c'est très simple, ne serait-ce que d'investir dans des ETF, mais pour la plupart des gens, déjà s'informer c'est pénible, ça ne les intéresse pas du tout. Regardez mes vidéos ou les vidéos que vous regardez, je pense en permanence sur l'investissement, ça les intéresse pas, et même ne serait-ce que passer un ordre de bourse, ça les intéresse pas. Donc vous avez un problème de fuite, vous allez voir le plombier, vous avez un problème d'investissement, vous allez voir votre banquier. Pour la plupart des gens, c'est normal. Et ce qui manque, en fait, c'est peut-être la notion du coût. Si on leur chiffrait réellement le coût que ça a, c'est pas qu'une question de frais, c'est frais, performance, c'est tout un ensemble. Sur la durée d'une vie, ce serait énorme. C'est beaucoup plus, dans la plupart des cas, que ce que vous allez payer en plomberie dans votre vie. Donc, ça vaut le coup de s'informer. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous faites partie des personnes qui avaient décidé de prendre en main votre épargne, votre investissement, etc. Bravo, mais sachez que la plupart des gens, c'est pas le cas. Ensuite, j'ai deux questions qui se ressemblent un peu, qui sont sur la répartition d'un portefeuille ETF. Donc j'ai une question qui me dit: pour un investissement en ETF basé sur les grands indices, quelle serait selon vous la meilleure répartition en intégrant bien évidemment le MSCI World, enfin MSCI Monde évoqué dans la vidéo? Donc ça c'est première question. Et la deuxième: que proposerais-tu comme portefeuille ETF, minimum 5 ETF, ça je sais pas pourquoi, c'est bizarre comme condition, si tu ne pouvais pas le modifier pendant les 20 prochaines années? Donc effectivement, la répartition qui peut sembler la plus logique, c'est tout simplement un ETF monde, comme un ETF basé sur le MSCI monde. Mais je rappelle que ce fameux MSCI monde n'inclut que les pays dits développés, c'est-à-dire 23 pays, mais c'est pas si grave parce que ça représente quand même 85% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, vous n'êtes pas exposé au marché émergent, donc vous pouvez prendre en plus un ETF marché émergent si vous voulez être exposé à ça. Ceux qui veulent, parce que vous n'êtes pas non plus exposé aux small caps, aux petites capitalisations, donc vous avez à peu près 1500 entreprises dans un ETF monde, et il vous manque toutes les entreprises moyennes et intermédiaires. Donc vous pouvez aussi rajouter un ETF type Small et Mid Cap, un Russell 2000 aux États-Unis, ou même chose en Europe, etc. si vous le voulez. Mais ce n'est pas du tout, bien sûr, une obligation. Déjà, avec un ETF monde, je le répète, vous possédez 85% de la capitalisation boursière mondiale. Si vous voulez avoir un ETF monde, mais qui inclut les marchés émergents, vous avez les ETF qui s'appellent ACWI, pour All Country World Index, donc qui vont aux 23 pays développés rajouter 24 pays émergents. Donc vous allez encore posséder 85% de la capitalisation mondiale. Pourquoi ? Parce qu'en termes de capitalisation, vous allez remonter un petit peu, vous allez un peu moins investir dans des entreprises moyennes. Si vous voulez vraiment un ETF qui fait tout, donc qui a à la fois les pays développés, les pays émergents et puis les petites entreprises, cette fois-ci, c'est le ACWI, donc pour le All Country, mais IMI, c'est tout l'Investable Universe. Je ne sais plus quelles sont exactement les initiales IMI, mais je crois que je l'ai quelque part sur mon écran.
Donc oui, c'est Investable Market Index. Donc cette fois-ci, vous êtes investi dans 99% du marché de la capitalisation boursière mondiale. Donc il va chercher très loin en termes de marché émergent. Il va chercher très loin aussi en termes de petites capitalisations. Donc regardez quand même les frais, parce que quand vous avez un ETF monde, vous êtes déjà extrêmement... vous avez 85% de la capitalisation mondiale, donc ça ne change pas tant que ça. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui se prennent la tête un peu à savoir quel ETF prendre, etc. Mais en fait, ils ont des corrélations qui sont très proches de 1, ce type d'ETF. Après, un autre choix, puisque l'autre question, c'était si je devais prendre minimum 5 ETF. Effectivement, moi, je ne suis pas forcément fan des ETF mondes. En fait, c'est très bien, les ETF mondes, il n'y a rien à dire là-dessus. Plus flexible et moins cher aussi en termes de frais de prendre des ETF par région, donc d'avoir un ETF américain, typiquement S&P 500, un ETF Europe, alors ça peut être Stock 600, ça peut être MSCI Europe, peu importe, et puis un ETF marché émergent. Donc moi j'aime bien naviguer avec ces trois ETF là, c'est pour ça que je ne réponds pas à la question minimum 5 ETF. Pour moi, c'est très bien d'avoir ces 3 ETF-là. Donc déjà, ça vous permet de rajouter de la flexibilité si vous ne voulez pas avoir, ce qui est souvent le cas, 2 tiers aux États-Unis. C'est souvent le cas, les ETF mondes, c'est 66% sur le marché américain. Donc si vous voulez un petit peu plus d'Europe, plus de marchés émergents, etc., ça vous permet d'être plus souple. Et souvent, les ETF mondes vont avoir des frais qui sont plus chers que les ETF plus spécifiques comme S&P 500 Europe et puis marché émergent. Donc voilà, ça vous fait gagner un peu sur les 2 tableaux. Après, ça dépend aussi de la taille de votre portefeuille. Si vous avez un tout petit portefeuille et que vous faites du DCA, par exemple 100 euros tous les mois, c'est plus simple d'investir 100 euros dans un ETF monde que d'investir dans 3 ETF chaque mois. Souvent, vous n'allez pas pouvoir le faire et en frais, ça va vous coûter plus cher. Point important ensuite, et là je vais aller sur un site qui me permet de voir ça, c'est faites attention quand vous cumulez des ETF qui ont des positions en commun. Donc ici, j'ai le Invesco QQQ qui est donc le Nasdaq 100 en fait. Ensuite, j'ai le Spider qui est S&P 500 et puis j'ai un ETF monde. Donc on a Nasdaq, S&P 500 et ETF monde. Et ces 3 ETF ont la plupart de leurs positions en commun, en fait surtout les plus grosses. Si je prends la première position dans les 3 ETF, c'est Apple, puisque c'est la première capitalisation mondiale, et Apple représente 8% du portefeuille si vous avez les 3, parce que c'est 11% du Nasdaq, c'est 7% du S&P 500 et c'est 5% de l'ETF monde. Et ça, c'est vrai pour à peu près toutes les premières valeurs des indices, elles sont présentes dans les 3 S&P 500, ETF monde et puis Nasdaq. Et si on fait une petite comparaison entre le S&P 500, un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq, on se rend compte que sur les 100 valeurs du Nasdaq 100, il y en a 84 qui se retrouvent dans le S&P 500. Et si on prend cette fois-ci le poids en compte, vous avez un overlap, vous avez une composition commune de 44% entre le S&P 500 et le Nasdaq 100. Cette fois-ci, si on essaye entre le S&P 500 et puis un ETF monde, on s'aperçoit que sur les 500 entreprises du S&P 500, il y en a 482 qui sont dans l'ETF monde, donc il y a 96%. Et cette fois-ci, si on prend en montant, on a en commun 62%. Donc ça veut dire que vous prenez un ETF monde et vous dites il n'est pas assez exposé aux États-Unis, ce qui serait quand même bizarre parce que, je rappelle, dans l'ETF monde, il y a de mémoire 66% d'actions américaines. Donc peut-être que vous pensez ça, donc vous rajoutez du S&P 500, mais il y a 62% de la composition qui est commune. Et si à ça, vous rajoutez un ETF Nasdaq 100 parce que vous dites j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus agressif, un peu plus orienté croissance, tech, etc., en fait, vous cumulez tout ça. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que les ETF sont basé sur la capitalisation boursière en fait. Le poids des sous-jacents est basé sur la capitalisation boursière comme la plupart des indices boursiers. Ce qui fait qu'en fait, vous cumulez déjà que l'indice est extrêmement présent sur toutes les grosses capitalisations, donc on a vu Apple, Microsoft, etc. Mais vous en rajoutez une couche en rajoutant du S&P 500 et vous en rajoutez encore une couche en rajoutant du Nasdaq 100. Donc personnellement, je ne vois pas trop l'utiliser. Si vous voulez jouer la tech américaine, vous achetez du Nasdaq. Si vous voulez une exposition aux États-Unis, vous achetez du S&P 500. Et si vous voulez une exposition monde, vous achetez le TF monde. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cumuler les 3 et ça peut parfois vous faire avoir des surprises parce que vous allez graduellement augmenter votre exposition sur les États-Unis, les grosses entreprises et la tech. Question suivante, je m'interroge sur la notion de saisonnalité.
de l'évolution de certaines actions ou indices, corrélation entre saison et cours. Existe-t-il des études sur le sujet? La réponse est oui, il y a pas mal d'études sur le sujet. J'avais fait des vidéos déjà sur le fameux Sell in May and Go Away, qui est la plus connue des saisonnalités. Il y a Tommy Douzièche aussi sur le site Zone Bourse qui a fait un article en 2022. Et ce que nous montre une étude de Bank of America, c'est que effectivement, quand on regarde quand on fait glisser en fait les performances sur janvier, juin, février, juillet, mars, août, etc., on se rend compte qu'il y a une anomalie, on pourrait appeler ça comme ça, entre mai et octobre, qui est de loin la période qui a le plus faible rendement. Donc là où la moyenne est habituellement de environ 4%, on est à 2,25%. Et effectivement, forcément, si on a une anomalie sur 6 mois de l'année, on a forcément une autre anomalie dans l'autre sens sur le reste de l'année. Et cette anomalie, elle est donc sur novembre-avril, qui a un rendement cette fois-ci de plus de 5%. Donc c'est assez énorme, hein. On a depuis 1928 une moyenne de 5% sur novembre à avril et une moyenne de 2,25% de mai à octobre. Mais ce que nous explique Tommy dans la suite de l'article, c'est que ce n'est pas forcément le mois de mai ou le mois de juin qui pose problème, ni même juillet. En fait, c'est souvent le mois de septembre qui plombe tout, quand on regarde cette fois-ci non plus en 6 mois glissants, mais mois par mois. Et donc finalement, ce que dit Tommy dans la conclusion de son article, c'est qu'il vaut mieux vendre en août plutôt qu'en mai, parce que c'est vraiment le mois de septembre qu'il faut éviter. Et donc ensuite, pour revenir a priori en novembre sur le marché. Alors globalement, moi, les saisonnalités, je trouve ça intéressant à regarder, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Mais voilà, vu que la question était posée, la saisonnalité principale sur les marchés boursiers, c'est celle-ci. Donc c'est considéré que la période de l'été, globalement, donc de mai à octobre, est la plus dangereuse. Question suivante, faut-il investir dans les 200 familles? Donc Peugeot, Bolloré, Vicat, je ne sais pas si on dit Vicat ou Vicat, Schlumberger, etc., qui étaient déjà là il y a 100 ans et qui seront sans doute encore là dans 100 ans. Alors je pense que pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, vous savez que j'ai toujours considéré que le fait qu'une société soit familiale, c'est un plus. Les études le prouvent, hein, les sociétés familiales surperforment les sociétés non familiales. C'est en fait qu'une sous-partie de ce qu'on appelle skin in the game, d'avoir des dirigeants qui sont impliqués, qui sont motivés, idéalement même qui sont passionnés. Donc les entreprises familiales, ça va effectivement du fondateur, donc là on les connaît, c'est Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, etc. Donc ça va des fondateurs jusqu'ensuite aux enfants, petits-enfants, etc. Ça passe de génération en génération. Soit ce sont des entreprises opérationnel, j'ai envie de dire, comme Vicat qui va faire du ciment, etc. Ça va être très souvent au bout d'un certain temps des holdings familiales. Donc on va voir typiquement Peugeot Invest qui est une holding familiale. Bolloré, on peut considérer ça un petit peu entre les deux. Enfin, j'ai peu de connaissances du dossier, mais je vois ça un peu comme ça. Et effectivement, pour moi, c'est un point parmi d'autres, j'ai envie de dire. Donc il y a plein de sociétés familiales dans lesquelles j'investirai pas. Il y a plein de sociétés non familiales qui m'intéressent, mais c'est un critère que je regarde. Donc sur Zone Bourse, je vais tout le temps, à un moment de mon analyse, dans l'onglet Société, et je regarde qui sont les dirigeants. Je regarde est-ce que les dirigeants sont des personnes de la famille ou proches de la famille. Après, il faut rapidement, parce que le nom de famille ne suffit pas, il faut pousser un petit peu la recherche. Après, je regarde le board, les administrateurs. Et ce qu'il y a, c'est souvent là, dès qu'on a passé quelques générations, c'est souvent là où on va retrouver des personnes de la famille. Donc là, si je regarde Peugeot Invest, on a effectivement le PDG qui n'est pas forcément de la famille Peugeot, mais ensuite les administrateurs sont pour la plupart de la famille Peugeot. Et bien évidemment, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir l'actionnariat. On voit ici que la famille Peugeot détient 80% des actions de Peugeot Invest. En plus, on a un petit peu d'autocontrôle avec Peugeot Invest qui a racheté des titres. Donc oui, c'est un critère parmi d'autres pour moi. Après, est-ce que spécialement les 200 familles, un concept très français, mais voilà, une entreprise qui est très vieille, etc., pas forcément. Pour moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit bien géré. Et dans les critères de bonne gestion, il y a effectivement d'où vient le management. Et là, la partie famille est importante. Un point quand même sur ces entreprises familiales, c'est qu'il ne faut pas oublier que oui, en général, c'est mieux géré parce qu'on ne parle pas d'un salarié qui est en train d'un PDG salarié qui est en train d'essayer de prendre le plus d'argent possible pour partir chez le concurrent dans 3 ans. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais il y a quand même des inconvénients, et notamment un inconvénient qui est relativement important, c'est que très souvent, on le voit chez Peugeot Invest, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres boîtes, vous êtes un actionnaire minoritaire.
C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir avec 20%, enfin vous n'avez pas 20%, mais donc l'ensemble des actionnaires minoritaires vont avoir 20%. Ça veut dire que les grosses décisions vont être prises par la famille, et certaines fois, ce n'est pas forcément dans l'intérêt des minoritaires. Et un grand classique, c'est que, admettons, il y a une OPA sur Peugeot Invest, vous êtes actionnaire, une OPA avec une prime de 30% au-dessus du dernier cours, et il se peut très bien que la famille dise non, nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas d'accord, on va rejeter l'OPA, alors que vous, en tant qu'actionnaire minoritaire, vous auriez accepté pour prendre la prime tout de suite. Et dans le refus de l'entreprise, certaines fois, ça va être un refus pour de bonnes raisons, comme la famille qui détient Hermès il y a quelques années, qui ne voulait pas se faire racheter par LVMH. Ils ont eu raison de le faire, enfin c'est ce que l'histoire nous a montré. Après, dans d'autres cas, c'est purement de l'ego, si on ne veut pas être acheté par le concurrent, etc. Et le problème, c'est que ces gens-là ont souvent énormément d'argent, donc ils n'ont pas spécialement besoin d'argent, donc ils sont capables de dire non à une grosse somme d'argent, alors que vous, en tant qu'actionnaire minoritaire, vous auriez dit oui. Donc il y a quand même ce petit souci de traitement des actionnaires minoritaires qu'il faut regarder. Question suivante, quel est le risque additionnel de n'utiliser qu'un seul broker? Comme, là il cite Interactive Broker, s'il y a fraude, on peut tout perdre. Ça m'est arrivé avec Celsius sur une partie de mes cryptos et je me demandais si ce serait pas mieux de diversifier en utilisant plusieurs brokers. Alors effectivement, logiquement, avoir ses actifs en un seul lieu est plus risqué que si on les divise chez plusieurs brokers, chez plusieurs courtiers. Après, il faut être logique. Déjà, si vous avez un portefeuille qui est globalement petit, si vous avez 5 000 euros, 10 000 euros ou 50 000 euros, ce n'est pas forcément la peine de vous embêter parce que c'est un vrai coût en pratique. C'est compliqué d'avoir ces actifs qui sont chez plusieurs courtiers, donc ça ne vaut pas forcément la peine. Ensuite, si vous avez effectivement des gros portefeuilles, ça vaut le coup de les splitter. Désolé, je ne trouve pas de les... bref, vous m'avez compris, de les mettre chez différents courtiers. En plus, si vous faites ça, vous pouvez très bien vous dire, il y a des courtiers qui sont un peu plus adaptés au trading, d'autres au long terme, d'autres qui ont des meilleurs tarifs sur l'Europe, d'autres des meilleurs tarifs sur les États-Unis, etc. Donc vous pouvez un petit peu optimiser tout ça. Mais après, il faut rappeler plusieurs choses. Déjà, un broker, c'est une activité, un courtier, c'est une activité qui est en général peu gourmande en capital. Ils ne prennent pas de risque. La partie brokerage, la partie courtage est séparée normalement du reste des entités. Donc vous n'êtes pas au sein d'une banque qui a beaucoup plus de chances de faire faillite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les titres, si vous n'êtes pas investi dans des CFD, si vous n'êtes pas investi dans des actions fractionnées, ce genre de trucs, si vous avez des actions en direct, en fait, mais beaucoup de gens qui sont dans des CFD ne savent même pas qu'ils sont dans des CFD. Donc, si vous êtes dans des actions en direct, les actions sont à vous. Donc, s'il y a un processus de liquidation, ça prendra du temps, mais vous allez récupérer vos avoirs. Et un autre point, c'est qu'on ne peut pas comparer le monde de la crypto et le monde financier classique qui est beaucoup plus régulé. Donc ce qui est arrivé dans le monde crypto ne peut pas réellement être appliqué directement au monde financier. Heureusement, le monde financier classique, il a plein de défauts, mais au moins il est beaucoup mieux régulé. Question suivante, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'introductions en bourse en France ? Et c'est vrai, on a vu très peu d'introductions en bourse en 2022, en 2023. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, depuis quelques années maintenant, on se rend compte, les dirigeants se sont rendus compte que c'était relativement facile de se financer en dehors de la bourse. C'est pour ça qu'on a toutes ces licornes, on a tous ces Blablacar, Doctolib, etc. qu'on ne voit pas arriver en bourse, tout simplement parce qu'ils arrivent à trouver des fonds de venture capital ou de private equity qui rentrent à leur capital. Parce qu'il faut rappeler que s'introduire en bourse, c'est quand même beaucoup de contraintes. Il faut publier des chiffres trimestriels. On a beaucoup de pression aussi des actionnaires, beaucoup plus de pression que quand ce sont des fonds. Donc, ce n'est pas forcément un tout bénéfice en fait, d'aller en bourse. En plus, les valorisations du côté marché non coté sont quand même relativement élevées. Donc, il n'y a pas un intérêt en termes de valorisation d'aller sur le marché public. Et puis, les introductions en bourse qui ont eu lieu cette année, notamment sur le marché américain, que ce soit ARM Holdings, que ce soit Birkenstock, que ce soit, je ne sais plus ce qu'il y avait comme nom, mais elles ne se sont pas très bien passées. Il y a eu Instacart, il y a eu Klaviyo, donc il y a eu pas mal d'introductions en bourse qui ne se sont pas très bien passées. C'est-à-dire que dans les bonnes périodes, l'introduction en bourse, on introduit à un prix de 100 et puis très vite, il y a il y a un manque d'offres. Donc pour compléter leur ligne, souvent les gérants de fonds ou les investisseurs vont devoir racheter après, donc ça passe à 110, 120, etc. Là, il s'est souvent passé l'inverse, c'est-à-dire que peu de temps après l'introduction en bourse, ça a baissé. Donc voilà, il y a une certaine frilosité aujourd'hui pour s'introduire en bourse. Et il y a aussi le fait que
le top des introductions en bourse, en tout cas dans le passé récent, c'était en 2021. Et il y en a beaucoup qui se disent, mince, j'ai raté le coche en termes de valorisation notamment de 2021. C'est beaucoup plus compliqué maintenant, donc on va attendre que ça revienne. Donc il y a à la fois un côté conjoncturel sur le fait que 2023, c'est pas la meilleure année, et puis quelque chose de beaucoup plus structurel où on peut devenir aujourd'hui une grosse entreprise, une énorme entreprise en étant financé sur le non-coté, ce que je trouve personnellement dommage parce que ça limite la possibilité pour des investisseurs particuliers d'investir dans ces boîtes-là. Donc ça reste malgré tout sur des investisseurs très sophistiqués et souvent au travers de fonds de venture capital. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis après, il y a la liquidité qui est quand même bien plus mauvaise. Donc c'est super pour le fondateur, c'est très bien pour ceux qui ont réussi à placer des titres dans le non-coté. En tant qu'investisseur, quitte à être investi dans une entreprise, je préfère largement être sur du côté, évidemment, que sur du non-coté. Donc je trouve ça dommage, ça limite un peu la liquidité. Question suivante, combien de liquidité faut-il avoir dans son portefeuille? Certains préconisent d'en avoir toujours 25% de façon à profiter des grosses corrections. Qu'en pensez-vous? Ou bien est-il préférable d'être investi à 100% quitte à faire le dos rond lors des fortes baisses? C'est une question qui est très personnelle. Moi, j'y réponds à ma manière, c'est-à-dire que j'ai des liquidités que je ne considère bien sûr pas comme des investissements. J'ai des liquidités pour faire face à des coups durs, à des pépins, etc. Est-ce que je décide d'investir? Je l'investis à 100%. Pourquoi? Oui, peut-être que de temps en temps, vous allez pouvoir profiter de creux de marché, mais je reprends l'exemple de la question, avoir 25% de liquidité, ça a un coût qui est énorme. Par exemple, si on prend juste les performances récentes, donc cette année, les indices mondiaux en ETF monde ont fait 20% de performance à peu près depuis le début de l'année. Donc si vous avez 25% en cash, déjà vous n'avez plus que 15%. Si vous n'avez de performance, si vous n'avez pas réussi à réinvestir au bon moment. Et peut-être que de temps en temps, vous allez faire des bons coups en profitant des baisses de marché. Mais comme on est à long terme dans des marchés qui sont haussiers, on sait que les marchés mondiaux montent en moyenne de 7, 8, 9% par an depuis extrêmement longtemps. Donc de garder du cash, par définition, ça va vous impacter, à moins que vous fassiez du super market timing, ce dont je ne suis pas convaincu du tout. Donc voilà, ça c'est moi ce que je fais, c'est que la partie investissable, je l'investis toujours à 100%. Et pour prendre l'expression qui a été dite, oui, je fais le dos rond quand il y a des baisses de marché. Et si j'arrive à épargner plus, à mettre plus de liquidité, à prendre de l'argent ailleurs pour mettre sur le marché, je le fais. Mais voilà, effectivement, il faut accepter de faire le dos rond pendant les baisses quand on n'a pas de cash dispo. Mais à long terme, je pense que c'est la méthode gagnante. Mais voilà, mettez-moi en commentaire hein, si vous ne pensez pas comme moi. Question suivante, pourquoi tu ne crois pas en l'analyse technique? Alors, bon, déjà, c'est drôle de poser la question pourquoi est-ce que tu ne crois pas? Le mot croire, hein, c'est croyance, etc. Moi, je ne suis pas forcément dans des croyances. Mais ce qu'il y a, c'est que les marchés ont beaucoup changé. Donc, effectivement, l'analyse technique, telle qu'on le voit beaucoup, en tout cas, vous le voyez beaucoup en tant que particulier sur les réseaux sociaux, etc. On vous parle de droite de tendance, on vous parle de moyenne mobile, on vous parle de Ishimoku, etc. Il faut savoir que la plupart de ces méthodes sont très, très vieilles. Ishimoku, ça a été inventé en 1969, 1970 à peu près. Moyenne mobile, c'est en 1900. Les droites de tendance, tout ce qui est autour du trend following, c'est aussi très très vieux, c'est la théorie de Dow, etc. C'est aussi aux alentours de 1900 de mémoire. Donc tout ça, c'est très très vieux. Donc l'analyse technique telle qu'elle est faite aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça. Les professionnels utilisent, il y a toujours des modèles qui existent, qui sont basés sur les prix et les volumes et qui marchent, mais ces modèles-là, c'est plus basé sur des graphiques. Donc c'est pour ça que analyse technique, pour beaucoup, c'est analyse graphique, et ça, c'est quelque chose qui pour moi est obsolète. Et pour vous montrer à quel point ce n'est pas du tout l'idéologie, ce que je vous dis, c'est que même pour ce que moi je pratique, c'est-à-dire l'analyse fondamentale, c'est la même chose. Ce qui était vrai en 1920-1930, ça ne marche plus aujourd'hui. Tout ce que nous a transmis Benjamin Graham, de dire il faut chercher des sociétés qui ont par exemple plus d'activité, qui ont 300 millions sur leur compte en cash et qui se traitent sur le marché à 100 millions, aujourd'hui ça ne se trouve plus. Ça ne se trouve plus. Donc pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une vraie difficulté d'accès à l'information. Et ça, c'est vrai autant pour accéder au bilan compte de résultats que pour accéder aux moyennes mobiles. Aujourd'hui, on a toutes les moyennes mobiles qui s'affichent sur nos écrans, c'est super, ou ne serait-ce qu'Ishimoku. Mais à l'époque, il fallait calculer soi-même les moyennes mobiles, etc., en prenant les cours du journal. Donc il y avait une vraie barrière à l'entrée, si vous voulez, de ce type d'approche, que ce soit à nouveau technique ou fondamentale. Donc quand on me parle d'analyse technique et que ce sont des méthodes qui ont 50, 60, 70 ans, moi je
je n'y crois pas, pour reprendre le terme. Après, je n'empêche pas d'autres personnes d'y croire. J'ai rien contre ces théories, si vous voulez, ou ces méthodes d'investissement. C'est juste que je trouve que c'est obsolète. Voilà. Donc j'imagine que ça ne marche pas, mais vu que je ne pratique pas, je ne peux même pas vous le garantir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en investissement, ça a beaucoup changé et il y a plein de choses qu'on lit dans les livres des années 30, 50, 60 qui ne marchent plus aujourd'hui. Et donc il a fallu que les gens s'adaptent, ne serait-ce que Warren Buffett, c'est le premier à s'être adapté entre sa manière de gérer en 1950, 60, 70, 80, 90 et aujourd'hui. Il a complètement changé. Pourquoi ? Parce que le marché a changé. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas vrai pour l'analyse technique. Voilà pour mes quelques réponses à ces questions. N'hésitez pas, bien sûr, à en poser d'autres en commentaire de cette vidéo. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je referai une vidéo où je réponds à vos questions. Voilà, merci encore et à bientôt.